Allez, mes chers collègues, nous allons auditionner maintenant Jean-Paul Fougère, qui a été le directeur de cabinet de M. François Fillon, Premier ministre. Alors, cher monsieur, nous souhaitons comprendre quel a été le processus décisionnel qui a conduit à la mise en place de l'écotaxe poids lourds et comment ce projet a été piloté. Nous avons auditionné hier M. Jean-François Carenco, qui était le directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo. Il nous en a indiqué avoir rendu compte à votre cabinet tout au long de ce dossier. Donc nos questions, c'est quel a été le rôle du Premier ministre, comment s'est faite la répartition des compétences avec les ministères de l'écologie et du budget, la question de l'inclusion du recouvrement de l'écotaxe dans le périmètre du contrat de partenariat, est-ce que ça a fait l'objet de réflexions particulières au sein du gouvernement? Voilà, tout un tas de questions qui seront complétées, bien sûr, tout à l'heure. Je vous informe que votre audition est ouverte au public, à la presse, fait l'objet d'une captation vidéo, ainsi que d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Je vous rappelle également qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Alors, Monsieur Fougère, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Donc, je vous propose donc de nous présenter un petit exposé liminaire d'une dizaine de minutes, à la suite duquel Madame le rapporteur, nos collègues et moi-même vous poserons des questions. Vous avez la parole. Présidente, je vais essayer de vous présenter les quelques souvenirs personnels que j'ai de ce dossier, sachant que malgré tout, je ne suis pas le plus compétent pour répondre à l'ensemble des questions sur ce dossier qui est quand même très très technique. Ça, j'en ai le souvenir très précis, il était vraiment très technique. Et donc, je n'en ai vu que les quelques principaux aspects au fur et à mesure que le dossier évoluait. Et techniquement, le dossier était suivi davantage à Matignon par le conseiller en charge du développement durable et éventuellement aussi le conseiller en charge du budget. Et alors, donc, je me référais plus à mon impression, à mes souvenirs personnels, plus qu'à quelque chose de très formel et administratif, même si, évidemment, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous souhaiteriez me poser. Et alors, me référant donc à mon expérience personnelle, permettez-moi de remonter un tout petit peu avant mon arrivée à Matignon auprès du Premier ministre, parce que je ne peux pas oublier que j'ai été préfet de la région Alsace de 2005 à 2007. Ça n'est pas tout à fait neutre puisque donc c'est le moment où commençait à s'appliquer la LKW Maut en Allemagne. Et j'ai le souvenir très très précis de la réaction des Alsaciens, et à vrai dire c'est une réaction que je partageais en voyant défiler les camions étrangers sur les autoroutes alsaciennes en fait faire du simple transit. Et ce transit dans un réseau autoroutier gratuit, déjà saturé, posait un problème et n'était pas compréhensible pour les Alsaciens. Et je dirais que ça posait des tas de questions. Évidemment, un problème de sécurité routière, ça va de soi. C'était très ressenti quand on a des corridors de camions qui défilent et qu'on voit les plaques étrangères, ça provoque des réactions. On voit aussi un problème, je dirais, de qualité de l'air, parce que l'autoroute A35 qui traverse Strasbourg vraiment est tout près du cœur de Strasbourg. Enfin, on voit la cathédrale depuis l'autoroute. Et donc la qualité de l'air, les nuisances sonores, c'était des sujets très, très, très perceptibles. Et j'ajoute aussi, d'un point de vue très pratique, l'état de la chaussée des autoroutes alsaciennes était moyen, je dois le dire, et même parfois dégradé. Et on ne pouvait pas ne pas établir la relation entre cette surcharge de trafic et effectivement ses conséquences dommageables. D'autant qu'il n'y avait aucun profit pour l'économie locale. Et donc, l'idée d'une fiscalité dédiée est venue très vite parmi les élus alsaciens. Je dois dire qu'il y a eu quelques hésitations
sur le champ, et pour ma part, en tant que préfet, fait valoir qu'en droit, il était quand même difficile de ne taxer que les étrangers. Ça aurait été vu comme quelque peu provoquant à l'égard des normes de l'Union européenne. Je voyais aussi que les élus alsaciens auraient voulu que la totalité du produit de la taxe éventuellement envisagée vienne au bénéfice des collectivités locales alsaciennes. Là aussi, il y a pu y avoir quelques débats. Toujours est-il que l'amendement voté à un texte qui était en discussion à la fin de l'année 2005, à l'initiative des élus alsaciens et donc porté par M. Bure, député, a été voté. Et il s'est incorporé effectivement à la loi qui a été votée définitivement en janvier 2006. Je me permets d'insister sur cette espèce de généalogie parce que ça, je l'ai vécu et c'est évidemment un souvenir qui était très présent à mon esprit lorsque je suis arrivé à Matignon. Je me souviens aussi très bien que dans toute l'année 2006, qui était donc l'année qui suivait l'adoption de cette disposition, l'administration n'a rien fait, parce que, pour plein de raisons, parce qu'elle ne savait pas trop comment s'y prendre, pour mettre en œuvre cette initiative parlementaire qu'elle n'avait pas vraiment vu venir, et je dirais que plus elle creusait le sujet, moins elle était à même de l'aborder de manière approfondie, et donc il y a eu un peu de procrastination. Changement de quinquennat, lancement du Grenelle immédiatement, et le ministère en charge du développement durable a tout de suite repris l'idée de la fiscalité écologique, avec une ambiguïté permanente entre l'objectif de rendement et l'objectif d'évolution des comportements. C'était une ambiguïté, mais à vrai dire, du point de vue du ministère de l'écologie, c'était plutôt l'évolution des comportements qui était souhaitée. Et ça s'est décliné en 3 idées, celle du bonus-malus automobile, évidemment, et d'ailleurs que le ministère aurait bien voulu étendre à une série d'autres domaines, sur tous les biens de grande consommation par exemple, mais bon, c'est l'automobile qui a débouché. La deuxième idée, c'était la contribution climat-énergie ou la taxe carbone, qui a eu le devenir que l'on sait, et puis c'était l'écotaxe, donc poids lourd. Donc il y avait quand même bien une logique politique qui a été confortée par les conclusions du Grenelle. Alors je dois dire, et c'est une évidence, que du coup l'administration y a vu aussi un certain intérêt budgétaire, car alors que l'affaire alsacienne était une affaire anecdotique vue de Paris, malgré tout au plan national ça commençait à devenir différent. Et l'impasse budgétaire dans laquelle nous nous trouvions sur le financement des infrastructures, trouvait là une solution merveilleuse. Alors, dans le stade de la mise au point du projet, je me souviens très bien qu'il y a eu une discussion, enfin qu'il y a eu une réflexion, mais elle a été en fait assez rapide sur les modalités. Car compte tenu de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire d'une certaine forme de perplexité face à l'ampleur, à la complexité du sujet, l'administration ne s'est pas sentie à même de prendre en charge un tel projet et de le mener à bien dans un délai raisonnable. Et surtout permettre d'alimenter le budget de la FIFT, qui était donc gravement déficitaire. Donc, compte tenu d'un avis du Conseil d'État qui était favorable en termes juridiques sur la possibilité d'externaliser la perception et la mise en œuvre de l'écotaxe, compte tenu aussi d'une réflexion opposant d'une part un marché classique ou plusieurs marchés classiques, parce que ça n'aurait certainement pas été un marché unique, et un contrat de partenariat, évidemment, avec côté un peu novateur encore de cette formule juridique. Bon, cette réflexion a été en fait assez rapide, car la mission d'appui qui devait formuler une réflexion, une proposition, un avis sur la procédure à retenir, a bien souligné que compte tenu de la complexité du projet, de l'incertitude sur les choix technologiques, de l'ampleur du système informatique, eh bien oui, il était assez naturel de recourir à cette formule. Et j'ajoute qu'il y avait une contrainte juridique qui a, je crois, pesé en partie, c'est que nécessairement,
il y a une part d'externalisation dans un système de cette nature. En tout cas, c'est la perception qu'on en avait. C'est-à-dire que dès lors que la directive Eurovignette, enfin les directives européennes, impliquaient qu'on évite toute entrave à la libre circulation des marchandises, cela voulait dire nécessairement que le système utilisé par les poids lourds devait être interopérable. Donc, on ne pouvait pas avoir, je dirais, un système purement national fabriqué par l'État et ignorant le reste du monde. Et donc, l'idée qu'il y ait un acteur privé qui, je dirais, gère un système interopérable était une idée qui s'était imposée. Et j'ajoute que l'idée aussi qu'en recourant au contrat de partenariat, on pouvait avoir un dialogue compétitif qui permettait à l'administration d'avoir un vrai dialogue avec les candidats possibles pour bien comprendre quelle technologie allait être mise en œuvre, et donc avoir un dialogue d'ingénieur à ingénieur, en quelque sorte, pour élaborer le projet et choisir vraiment en connaissance de cause, c'était une idée qui paraissait séduisante, surtout que l'administration soulignait à juste titre que les expériences précédentes montraient que c'était parfois très difficile, et l'Allemagne avait démarré très laborieusement, et même l'Autriche aussi. J'ajoute qu'au-delà des aspects techniques, je dois dire qu'il était évident pour tout le monde que l'administration ne savait pas faire. Pour de mauvaises raisons peut-être, mais elle n'avait pas les budgets d'investissement. Voilà. Et ces contrats de partenariat, même s'ils ont un coût, c'est évident, ben ça permet d'étaler la charge. C'est aussi bête que ça. Honnêtement non plus, l'administration n'avait pas les hommes pour, j'irais, mener un tel projet. Et donc le recours au privé paraissait une formule, même si bien sûr elle a un coût. J'ajoute que l'aspect maintenance n'était pas non plus négligeable. Alors malheureusement, alors que bien sûr les conclusions du Grenelle étaient claires, et le vote qui a suivi était est intervenu rapidement, malheureusement, il faut bien le dire, il y a eu bien des avatars dans la gestion de ce dossier. D'abord parce que dès lors qu'il s'agissait bien d'un impôt, c'était un point évidemment capital, parce que ce n'est pas une redevance, puisque l'affectation des sommes n'est pas dédiée strictement, je dirais, au réseau qui génère le prélèvement, puisqu'on finance le rail, le fluvial, etc. Donc on est bien dans un impôt, donc l'article 34 imposait à la loi d'être extrêmement précise, et on y est revenu à plusieurs reprises. On a eu en second lieu, bien sûr, aussi le problème breton. Ça a été un sujet difficile, et certains des élus de la majorité d'alors se sont montrés particulièrement présents sur le dossier, on peut le dire. Il y a eu une négociation un peu à répétition avec eux, puisqu'il y a eu 2 ajustements successifs pour arriver à un compromis qui était le compromis final à 40%, étant entendu qu'il fallait faire comprendre aux élus bretons aussi qu'une exonération pure et simple était tout juste impensable, puisqu'il y avait un problème d'égalité devant l'impôt, et que d'autre part, il fallait justifier la variation dans les limites autorisées par le droit communautaire au titre des régions périphériques. Donc il y avait une contrainte de droit. Et puis on a eu le dernier sujet de droit traité en dernier lieu, qui est la répercussion du coût en pied de facture. Et c'est vrai que c'était un sujet difficile, parce que des contrats déjà conclus, eh bien, si le transporteur devait supporter la charge de l'impôt, c'est sûr que ça déséquilibrait son contrat, et donc il fallait bien recourir à ce mécanisme législatif. On n'a pas eu que ces avatars, on a des avatars contentieux, vous le savez, le tribunal administratif, ensuite infirmé par le Conseil d'État en cassation, qui nous a donné raison. Alors, vous m'avez posé, Madame le Président, la question du rôle de Matignon. Bon, moi-même, je ne peux pas en témoigner dans le détail, parce que je ne l'ai pas suivi au jour le jour, je le dis bien, mais je sais que des réunions interministérielles ont eu lieu régulièrement à Matignon, sous la présidence des conseillers au développement durable auprès du Premier ministre. C'était clairement des réunions de mise en œuvre d'une décision politique actée dans le cadre du Grenelle.
C'était une manière de mettre bien d'équerre le ministère du Budget, et notamment la direction des douanes, et le ministère de l'écologie et du développement durable. Et l'objectif des techniciens qui étaient à l'œuvre au service, je dirais, de l'objectif politique, l'objectif c'était bien de faire en sorte que les procédures se déroulent, que se déroulent normalement, qu'il n'y ait pas de fragilité juridique, et c'était, je dirais, l'obsession, je dirais, pour une affaire de cette importance, que de s'assurer que tout était bien en ordre. Alors là, nous avons eu un sujet difficile, c'est qu'une rumeur a commencé à courir, Mediapart a fait des articles, enfin bon, une rumeur, sur le thème, mais est-ce qu'il n'y a pas des influences sur le choix du co-contractant, influences hors du cadre légal. Et c'en est venu au point que le Premier ministre a reçu une lettre de la SANEF, alertant le Premier ministre sur, disons, le déroulement de la procédure. Je n'en sais plus les termes exacts, mais c'est à peu près ça. Alors, là, il y a eu une hésitation, je dois le dire, à Matignon, parce que nous n'étions pas en charge du déroulement et de la gestion de l'attribution du contrat. Et il y a un principe juridique qui est qu'il y a égalité entre les candidats et que le dialogue compétitif doit placer à égalité les candidats. Donc, juridiquement, on ne pouvait certainement pas interférer. Mais d'un autre côté, le doute qui était en quelque sorte véhiculé par ces rumeurs avait quand même contaminé le petit milieu. Et c'était une musique désagréable aux oreilles du Premier ministre. Et donc, pour lever le doute, j'ai choisi de recevoir la SANEF pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Et je dois constater que ce qu'ils m'ont dit n'était rien d'autre qu'un plaidoyer assez classique en faveur de leur dossier, d'ailleurs de bonne facture bien sûr, où je me souviens qu'ils avaient fait valoir une sorte de préférence nationale, mais qui était totalement hors jeu. Et de toutes les manières, pour tous ces arguments, moi je les ai renvoyés vers le ministère et vers ceux qui étaient leurs interlocuteurs naturels en tant que candidats à l'attribution de ce contrat. Donc on en est resté là. Mais je tenais à le préciser parce que c'est le moment où j'ai tenu un rôle personnel en interaction avec l'un des candidats. Ensuite, je me suis assuré que la procédure était respectée, qu'elle était solide, qu'elle était, je dirais, sans l'ombre d'un doute. Je me souviens avoir demandé au secrétariat général du gouvernement d'avoir une appréciation juridique pour donner les meilleures garanties au Premier ministre. Et puis à partir de là, moi j'ai effectivement suivi le calendrier. J'avais le sentiment que ce dossier avait déjà bien trop traîné. Et donc, j'ai demandé au directeur de cabinet des ministres concernés d'aller au résultat. Je souligne que nous avions fait un plan de financement de la FIFT qui comportait une recette de l'écotaxe dans, je ne sais plus si c'était 2011 ou 2012, mais que cette recette allait manifestement manquer et que c'était quand même, disons, très peu satisfaisant pour le moins. D'autant que des projets concrets étaient retardés. Voilà. Alors, je veux peut-être évoquer d'un mot une question qui est revenue, je le vois bien assez souvent, qui est la question du coût. Je l'ai évoqué, la formule du contrat de partenariat est certes nominalement plus coûteuse à partir du moment où le partenaire privé il a sa marge, c'est clair. Mais est-ce qu'on pouvait, dans le cadre juridique qui était choisi et qui paraissait inéluctable compte tenu de ce que j'ai dit, en tout cas c'est ma conviction, est-ce qu'on pouvait faire mieux que le résultat auquel on est arrivé? Je veux simplement dire que personnellement, je ne le pense pas. Pourquoi? Pour deux raisons à titre principal. La première, c'est que la comparaison avec les autres offres n'a pas prouvé que Ecomove était hors sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, ce qui est souvent, je crois, évoqué, c'est la comparaison avec l'Allemagne. Et
Et à cet égard, moi, je dis qu'il y a quand même des différences qui rendent l'écart finalement assez facile à comprendre, sinon à justifier. Le tarif au kilomètre n'est pas le même, donc ça fait une différence. 2, le système français est interopérable, donc le système allemand ne l'est pas. 3, l'amortissement des coûts fixes en Allemagne est sur une masse beaucoup plus grande, ça n'a rien à voir. Et 4, le réseau que nous taxons n'a rien à voir avec le réseau qui est taxé en Allemagne. Je veux dire, nous taxons des nationales, des départementales et quelques autoroutes gratuites en longueur très limitée. Ça n'a rien à voir. Et donc, finalement, je trouve que le résultat obtenu est assez positif. Voilà, je m'arrête là. Et pardon d'avoir été si long et je me tiens à vos dispositions. Merci beaucoup de cet historique qui est très, très précieux. Madame la rapporteure.